Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on s'attaque aujourd'hui à un véritable monument, la petite maison dans la prairie. Ah oui, un monument, hein. Il suffit de fermer les yeux et l'image est là, immédiate, à la famille Ingalls, les enfants qui courent dans la prairie. Ce générique. Ce générique inoubliable, les joies, les drames à Walnut Grove, c'est une image qui a vraiment bercé des générations. C'est plus qu'une image, c'est presque une mythologie, une sorte d'image d'Épinal de l'Amérique des pionniers, pleine de courage, de valeur. Oui, de valeurs familiales où tout le monde s'entraide, une vision très très idéalisée. Tout à fait. Et justement, cette image-là, c'est celle qui est restée, bien plus que la réalité qui était, on va le voir, beaucoup plus rude. Ah ça oui. En plongeant dans nos sources du jour, on découvre que derrière cette façade si chaleureuse se cachent des histoires assez incroyables. On a tout, des anecdotes de tournage, des analyses critiques, des infos sur les romans originaux de Laura Ingalls Wilder et même sur la véritable histoire de la famille. Ce qui est fascinant, c'est qu'on va pouvoir superposer toutes ces couches. On a la réalité historique brute, puis la mémoire littéraire, qui est déjà une réécriture, et enfin la fiction télévisuelle, qui est encore une autre transformation. C'est comme un jeu de poupées russes. C'est exactement ça. Et notre mission, aujourd'hui, c'est de démonter un peu ces poupées russes, d'explorer les coulisses, de comprendre les écarts, parfois énormes, entre ce qu'on a vu à l'écran et ce qui s'est réellement passé. Et de voir pourquoi ça nous parle encore autant aujourd'hui. Voilà. Et pour commencer, je propose qu'on parte d'un détail que tout le monde a en tête dans ce fameux générique, la chute de la petite Carrie. Ah, la fameuse dégringolade. L'image la plus mignonne et la plus emblématique du générique. Exactement. Eh bien, première chose à savoir, elle n'était absolument pas prévue au scénario. Attends, comment ça? C'était un accident? Un pur accident de tournage. La petite fille, en l'occurrence l'une des deux jumelles qui jouait le rôle, a tout simplement trébuché en dévalant la colline. Non. Si. Et ce qui est encore plus drôle, c'est la suite. Les sources nous apprennent que les producteurs, un peu embêtés, ont voulu refaire la prise, évidemment. Bah oui, logique. Mais impossible. Pourquoi? Parce qu'aucune des deux jumelles, Lindsay et Sydney Greenbush, n'a accepté de refaire la scène. Ah bon? Elles avaient eu peur en tombant et elles refusaient catégoriquement de courir à nouveau, de peur de tomber une seconde fois. C'est incroyable. Du coup, une obstination d'enfant a créé l'une des images les plus iconiques de la télévision. C'est ça. La production a été obligée de garder cette première prise, cette chute authentique, qui est devenue un symbole de tendresse un peu maladroite. C'est fou. Et c'est assez représentatif de l'ambiance sur le plateau. Malgré des horaires de travail très lourds, surtout pour les enfants, tous les témoignages montrent une complicité folle, une véritable atmosphère de famille. Une famille à l'écran et une sorte de clan en coulisses. Exactement. D'ailleurs, les liens familiaux étaient littéralement partout sur ce tournage. On apprend par exemple que Melissa Gilbert, notre Laura Ingalls, Oui. et Jonathan Gilbert, qui jouait l'insupportable Willie Olson, Hein? étaient frères et sœurs dans la vraie vie. Ah oui, ça, peu de gens le savent. Et ce n'est pas tout. Les frères Matthew et Patrick Labortexo, qui jouaient Albert Ingalls et Andy Garvey, étaient aussi frères. C'était vraiment une affaire de famille. Une affaire de famille orchestrée par la figure centrale de la série, Michael Landon. Ah, Michael Landon, le patriarche. Son implication dépassait de loin celle d'un simple acteur. D'ailleurs, il a failli ne jamais avoir le rôle. Ah bon? Non, il n'était pas le premier choix. Il a remplacé au dernier moment un autre acteur qui s'est désisté. Mais alors, il s'est approprié le projet comme personne. Il en est devenu l'âme. Il n'était pas seulement acteur, il était le grand patron. Il a réalisé 87 des 205 épisodes, ce qui est énorme. Il contrôlait tout, Absolument tout. au point de faire des choses assez improbables. Il y a cette anecdote savoureuse dans un épisode où Monsieur Edwards est attaqué par un ours. Oui, je vois la scène. Eh bien, l'acteur dans le costume de l'ours, c'était Michael Landon lui-même. Non, c'est pas vrai. Si. Il trouvait que le cascadeur ne jouait pas assez bien la scène, alors il a enfilé le costume et il l'a fait lui-même. C'est quand même dingue, non? C'est incroyable. Le père de famille parfait qui enfile un costume d'ours entre deux prises. Ça en dit mot sur son niveau d'implication. C'est fou. Ça montre un contrôle total, presque obsessionnel. Et d'ailleurs, si on creuse un peu, le portrait de Michael Landon est beaucoup plus nuancé que l'image de Charles Ingalls. C'était une figure extrêmement complexe. C'est-à-dire? Eh bien, les sources le décrivent de manière totalement contradictoire. Pour certains, comme Melissa Gilbert, qui le voyait comme un second père, c'était un homme généreux, drôle, une figure paternelle. Oui. Mais pour d'autres, et notamment Alison Angrim, qui jouait Nellie Oleson, Ah, Nelly, oui. Avec ses boucles blondes si parfaites, qui étaient une perruque d'ailleurs. une perruque,
Tout à fait, parce que l'actrice ne supportait plus de porter des bigoudis jour et nuit. La pauvre. Eh bien, Alison Arngrim a décrit Landon dans ses mémoires comme un homme, je cite, « ignoble, fou et sexiste ». Carrément. On a donc ces deux visions qui coexistent, le génie créatif et paternel d'un côté et le tyran de plateau de l'autre. Un personnage aux multiples facettes. C'est fou de voir à quel point sa personnalité a façonné la série. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette série est elle-même une adaptation. Et là, l'histoire originale, celle des livres, est déjà très très loin de la réalité. Le mot « librement adapté » qui apparaît au générique est un euphémisme gigantesque. L'écart avec la réalité historique est un gouffre. Ah oui. Nos sources sont formelles. La vraie famille Ingalls était à l'opposé de l'image de la série. Ils étaient, je cite, « assez démunis, souvent affamés ». La vie de pionnier, c'était d'une brutalité et d'une précarité extrême. Et qu'en est-il de Charles Ingalls? Le vrai, pas celui joué par Michael Landon. Alors là, la différence est encore plus saisissante. Le vrai Charles Ingalls était un homme beaucoup plus gris, beaucoup plus complexe. C'est-à-dire? C'était un homme qui avait tendance à fuir ses dettes, déplaçant sa famille constamment, non pas par esprit d'aventure, mais souvent pour échapper à ses créanciers. D'accord. Et on apprend même qu'il a été un réfractaire à la conscription pendant la guerre de Sécession. On est à des années-lumière du saint laïque dépeint à l'écran. Attends, je suis un peu perdue. Si la réalité était si dure, comment est-ce que ça a pu devenir ce conte de fées à l'américaine? Le décalage est énorme. Il y a un chaînon manquant, et le chaînon manquant a un nom. Rose Wilder Lane. La fille de Laura Ingalls. C'est ça, la fille de Laura Ingalls Wilder, et c'est le personnage clé pour comprendre cette transformation. C'est elle qui a très lourdement édité, voire réécrit les manuscrits de sa mère. Donc c'est une réécriture quasi idéologique de l'histoire familiale. Exactement. Rose était une journaliste et une autrice reconnue, mais aussi une militante libertarienne convaincue. Elle a pris le récit brut de sa mère et l'a transformé pour qu'il corresponde à son idéal politique. Une saga de la réussite individuelle, de l'indépendance. Le fameux rêve américain. L'idée très américaine qu'on peut se tirer soi-même par les bootstraps, réussir par sa seule volonté. Elle a gommé la pauvreté, les échecs, les aspects les moins glorieux de son grand-père. Elle a transformé une histoire de survie en une histoire de succès. Précisément. Le tout premier manuscrit de Laura, qui s'appelait Pioneer Girl, a d'ailleurs été refusé par tous les éditeurs. Pourquoi? Trop sombre. Beaucoup trop sombre, trop violent. Il contenait des descriptions très crues du racisme de l'époque, des descriptions très dures des Amérindiens. Les livres qu'on connaît sont une version adoucie, édulcorée et politiquement orientée par sa fille, Rose. Et le plus ironique, c'est qu'on apprend que Rose ne voulait surtout pas que son nom soit associé au livre. C'est le comble de l'ironie. D'une part, la littérature pour enfants n'était pas prise au sérieux, et elle craignait que ça nuise à sa réputation, et d'autre part, les sources suggèrent qu'elle avait une peur panique que sa mère ne devienne plus célèbre qu'elle. Ce qui au final est exactement ce qui s'est produit. Exactement. Incroyable. On a donc une réalité très dure, transformée en une saga littéraire idéalisée, qui est elle-même adaptée en une série télévisée encore plus lisse. C'est ça. En parlant de la série, on a tous un peu cette image d'une série un peu sirupeuse, non? Très moralisatrice, ce qu'on appelle souvent dégoulinante de bons sentiments. C'est la critique la plus courante, et elle n'est pas totalement fausse. Il y a un côté très moralisateur assumé. Mais si on gratte un peu ce vernis, on s'aperçoit que la série portait des valeurs qui étaient en fait incroyablement humanistes et progressistes pour les années 70. Ah oui, C'est contre-intuitif. complètement. Mais si on y regarde de près, dans presque tous les épisodes, la famille Ingalls est toujours du côté de l'opprimé. Ce sont eux qui acceptent la différence, qui luttent pour la justice sociale. La série aborde des thèmes comme le racisme, l'addiction, le handicap, même l'écologie avant l'heure. Une de nos sources la qualifie de « leçon d'altérité ». Et la formule est très juste. Les Ingalls sont toujours la conscience morale de Walnut Grove. Un exemple concret me vient en tête qui montre cette complexité. L'épisode final, le dernier adieu. C'est un épisode absolument dingue. Il est hallucinant. Pour ceux qui n'ont pas vu, les habitants apprennent qu'un promoteur a racheté les terres et veut les expulser. Leur réaction? Ils décident de dynamiter eux-mêmes toute la ville. Ils ont vraiment tout fait sauter. Mais pourquoi un geste aussi radical? Alors, il y a une raison très pragmatique et fascinante derrière ça. L'équipe de tournage louait le terrain, le Big Sky Ranch, en Californie, et leur contrat stipulait qu'ils devaient rendre le terrain dans son état d'origine à la fin. Ils devaient donc tout démolir. Voilà, et Michael Landon, fidèle à lui-même, a refusé que ces décors soient réutilisés dans d'autres films. D'accord.
Il a donc eu cette idée folle, intégrer la destruction des décors directement dans le scénario. Mais il ne l'a pas fait n'importe comment. Il en a fait un geste politique. Comment ça? L'acte de destruction est présenté comme un acte de résistance anticapitaliste. Plutôt que de laisser leurs maisons aux promoteurs, ils les détruisent. C'est une façon, comme le dit une source, de faire la nique au grand capital. C'est la victoire du collectif sur le profit. Exactement. Ça a dû être un moment d'une intensité folle sur le tournage, parce que ce n'est plus du jeu à ce niveau-là. Les larmes qu'on voit, ce sont les vraies larmes des acteurs. Absolument. Les témoignages rapportent que l'émotion était palpable. Les acteurs voyaient littéralement 10 ans de leur vie, de leurs souvenirs, partir en fumée sous leurs yeux. C'était la fin d'une ère. Cette destruction du village, ce symbole, m'amène à une autre dimension, plus historique. La série, c'est l'emblème de la conquête de l'Ouest. Et au cœur de cette imagerie, il y a la maison elle-même, la log cabin. Oui, la fameuse maison en rondin de bois. C'est un objet culturel fascinant. Et la première chose à savoir, c'est que ce type de construction n'est pas du tout une invention américaine. Ah non, hein, je l'aurais juré. Pas du tout. C'est une technique qui a été importée au XVIIe siècle par les colons suédois et finlandais. Mais elle a été adoptée par les autres colons car elle était parfaitement adaptée à l'environnement. Et elle est ensuite devenue un symbole politique et culturel majeur. Le symbole du self-made man, de celui qui construit sa vie de ses propres mains? Exactement. C'est l'image d'Abraham Lincoln, né dans une log cabin. C'est le symbole de la réussite à l'américaine. Et la série, évidemment, utilise cette image de manière extrêmement positive, romantique. Mais j'imagine qu'on peut avoir une lecture beaucoup plus critique de ce symbole. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on adopte un regard post-colonial, cette représentation très positive sert en fait à euphémiser, c'est-à-dire à masquer la violence de la colonisation. C'est-à-dire? La log cabin n'est plus seulement un foyer, elle devient l'instrument matériel de l'occupation et de l'appropriation des terres amérindiennes. Chaque cabane construite est un morceau de territoire pris. Donc cette petite maison si rassurante, en fait, elle symbolise aussi quelque chose de beaucoup plus violent. Un aspect que la série occulte presque entièrement. Elle l'occulte totalement. La série ne parle jamais des questions politiques liées au territoire. On n'en mentionne jamais, par exemple, le Homestead Act de 1862. Le Homestead Act. C'était une loi fédérale cruciale qui offrait 65 hectares de terre, quasi gratuitement, à toute famille de colons qui s'engageait à la cultiver pendant 5 ans. C'était une politique d'État massive pour encourager la colonisation des terres qui appartenaient aux peuples autochtones. Et en se focalisant sur la vie domestique, la série participe à ce qu'une de nos sources nomme une propagande visuelle coloniale. Elle normalise et légitime cette installation. Oui. Et cette vision renforce aussi des stéréotypes tenaces. Lesquels? L'image de l'Indien primitif est nomade, vivant sous des tipis. Or, c'est une simplification historique. De nombreuses tribus, comme les Cherokees, étaient sédentaires depuis longtemps. Ils vivaient dans des villages avec des maisons en bois sophistiquées, mais cette réalité est complètement invisibilisée car elle contredit le mythe d'un territoire vide et sauvage. C'est vertigineux. Mon regard sur cette petite maison en rondin a complètement changé. Au final, la petite maison dans la prairie est tellement plus qu'une simple chronique familiale. C'est le produit final de multiples couches de réécriture. On part d'une réalité historique violente, elle est transformée en une saga littéraire adoucie et idéologisée, et finalement elle devient une série télé qui, tout en portant des messages progressistes pour son époque, participe aussi à la construction d'un mythe national très problématique. Une série qui véhicule donc des messages profondément contradictoires. D'un côté, une nostalgie pour des valeurs de communauté, d'entraide, et de l'autre, un récit qui efface la violence de la conquête de l'Ouest. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Il faut se rappeler quand cette série a été produite, 1970. C'est une période de chaos et de doute aux États-Unis. On sort de la guerre du Vietnam, il y a le Watergate, une crise de confiance immense. D'accord. On peut alors se poser la question. Cette vision si idéalisée et nostalgique d'une Amérique rurale, unie et résiliente, n'était-elle pas une forme de refuge, une réponse aux angoisses d'une époque très troublée? Finalement, qu'est-ce que cette quête d'un passé simple nous dit sur le présent complexe qu'il a créé?